L'archéologie sur l'île de Montréal, dans la ville de Montréal, a été rendue possible parce que la ville de Montréal a, pendant des années, depuis des décennies maintenant, permis à l'archéologie d'exister. Et je voudrais ici, avant de commencer cette présentation-là sur l'archéologie de Montréal, essentiellement, remercier la ville de Montréal pour son travail qu'elle a toujours fait auprès de l'archéologie. Bon, c'est sûr que c'est une histoire de relations complexes, d'amour-haine, de toutes sortes de complications, de contraintes liées à l'archéologie urbaine qui est très, très, très complexe. Mais essentiellement, la ville de Montréal a quand même joué un rôle important et c'est un rôle que la majorité des grandes villes devraient jouer au niveau de l'archéologie si ce n'est pas déjà fait. Alors, je veux ici souligner le fait que Montréal est vraiment un partenaire de premier plan dans cette entreprise archéologique. Bon. Deux choses que je vais vous présenter aujourd'hui très rapidement, parce qu'il faut aller vite. Je vais faire un petit bilan des dernières données qui sortent de l'île de Montréal et un petit peu autour dans l'immédiat géographique de Montréal. Et deuxièmement, je vais revenir un petit peu sur une manière de critiquer un petit peu la façon de considérer les sites en contexte urbain, tel qu'on le fait actuellement, et pour lequel il est temps de proposer une façon différente de considérer les vestiges autochtones dans un contexte urbain. Alors, allons-y, ça va aller vite, je vous le dis tout de suite, pas le temps de m'attarder sur chacun des exemples, mais je vais passer en revue ces exemples-là. On pourra y revenir au besoin avec des questions après, si jamais on a le temps. Alors, je vais attaquer cinq ensembles géographiques, si on veut, à peu près. D'abord, le centre-ville et la montagne. Ensuite, on va aller à la pointe est de l'île. Ensuite, on va aller autour du bassin de la Prairie. On va aller faire une petite tournée dans différents secteurs qui ne sont pas un endroit particulier, mais pour lequel il est intéressant de prendre quelques petites notes. Et on va terminer, bien entendu, dans le Vieux-Montréal, qui est l'endroit à Montréal où il y a eu le plus d'archéologie qui s'est fait. Alors, ça, c'est pour ma tournée générale, le bilan, puis on va terminer avec ça ici pour une définition indépendante des sites autochtones dans le cadre urbain. Allons-y, centre-ville et la montagne. D'abord, dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'affaires. Ce n'est pas pour rien que je veux présenter ça, puis je vais y revenir à la fin avec un peu plus de détails. Un des sites principaux de l'île de Montréal, qui fait partie de cette nouvelle donnée archéologique, c'est bien entendu le site Dawson, qui est au centre-ville, qui est essentiellement entre la rue Sherbrooke puis la rue de Maisonneuve, entre la rue McGill College puis à l'ouest la rue Peel, essentiellement, même un petit peu à l'ouest de McGill College. Fait que ce site-là est quand même un site d'importance. Je n'y reviendrai pas ici, je l'ai présenté à plusieurs occasions dans différents colloques. Ce que je veux souligner, c'est que le nouvel apport qu'on a fait par les fouilles qu'on a entrepris entre 2016 et 2019 sur ce site-là, des fouilles sur une composante qu'on ne soupçonnait pas avant de l'avoir trouvée, grâce évidemment à l'intervention de la Ville de Montréal ici, nous apporte énormément de nouvelles données. Et je ne soulignerai au passage que certaines d'entre elles. D'abord, on a agrandi la surface originellement soupçonnée du site. Ça dépasse maintenant 2 hectares. Alors là, on rentre dans des concepts villageois un peu plus grands. On a un corpus de données nettement amélioré. On avait à peu près 200 quelques vases dans les institutions muséales, essentiellement le musée Ramsay puis le musée McCord, le McCord Stewart. Maintenant, on a rajouté 122 vases à ça. Donc, on a un corpus de données qui devient très intéressant pour des analyses plus complexes, notamment ce que peut faire John Hart avec ses nouvelles applications. Il y a de nombreux éléments qui étaient inédits dans cette collection-là, parce que, comme je l'ai souligné tout à l'heure avec l'intervention de Roland, ce que Dawson ramassait au milieu du 19e siècle, ce n'était pas d'une manière archéologique, c'était vraiment du ramassage d'antiquaires. C'était un ramassage de ce qui se retrouvait au niveau du sol quand il ne creusait pas lui-même un peu sans méthode, dans une carrière, dans une sablière. Alors, c'était du n'importe quoi. Là, on a appliqué enfin des méthodes modernes, archéologiques, qui nous permettent d'améliorer, évidemment, la perception des contextes archéologiques, ce qu'on n'a jamais eu à date. Alors, on a de la faune, on a des macro-restes, on a des traces de piquets, on a des datations, toutes des choses qu'on n'avait
pas ou à peu près pas. Et évidemment, les collections, évidemment récoltées avec les méthodes modernes, mais nous amènent à des datations AMS, au radiocarbone. Donc, on a une série de dates qui sort du site. C'est quand même intéressant. On peut appliquer ça avec une approche bayésienne, arriver à peut-être comprendre un peu mieux la chronologie du site, quoiqu'il n'y a rien de simple à Dawson. Ceux qui connaissent un petit peu le dossier le sauront. On va en reparler à d'autres occasions, inquiétez-vous pas. Et il y a des analyses spécialisées qui sont toujours en cours, qui sont en train de se faire, notamment du OMS sur l'outillage en os, et encore des analyses de résidus organiques sur la poterie, qui est faite par ma collègue Karine Taché, qui est maintenant à l'Université Laval. Et évidemment, tout ça nous amène des nouvelles pistes de recherche qui sont très variées. Et je pourrais rentrer dans le détail ici, je n'ai pas le temps, mais je peux vous dire que ces nouvelles données-là nous embarquent et nous ouvrent un monde de questionnement qu'on n'avait pas à date. Alors, le site Dawson, c'est vraiment un point majeur des nouveautés qu'on a dans la ville de Montréal. Ce qui est parallèle au site Dawson, et là, c'est nos collègues de la firme Archeos qui sont allés là, c'est le site Cedar. Alors, Cedar, je dis Cedar, je ne sais pas si c'est le nom du site, peu importe, c'est au coin de Cedar de la Côte-des-Neiges. Et ils y ont trouvé ce qui est possiblement un petit hameau agricole, qui est à peu près à 1,5 km du site Dawson, qui est plus à l'ouest, dans l'entrée de cette vallée-là qui traverse le Mont-Royal que Roland nous a pointé tout à l'heure. Et c'est un site fantastique parce que ce qui en ressort, du moins d'après l'analyse initiale, c'est des éléments d'une occupation qui est contemporaine au site Dawson, donc au même moment. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est possiblement un petit hameau villageois satellite au site Dawson. Ça pourrait être ça. C'est une hypothèse parmi d'autres. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, de toute manière, les deux pointent vraiment vers une même période d'occupation, à quelques décennies près, probablement, d'après les données de la poterie. Je n'ai toujours pas en main, par contre, des datations qui proviennent de ce site-là. Je sais qu'il est supposé d'en avoir. Et les deux sites devront tout, logiquement, être analysés en conjonction l'un avec l'autre. Ça, c'est sûr. Un site fantastique, le site Dawson aussi. Une autre donnée intéressante qui nous sort de l'île de Montréal récente, et là, c'est nos collègues d'Archéotech qui sont allés là récemment. C'est au site de l'Oratoire Saint-Joseph, en fait, dans le stationnement, ils ont trouvé encore des sépultures humaines qui sont sorties de là. Je dis encore pourquoi? Parce qu'on sait maintenant que le Mont-Royal, en général, était pourvu d'un complexe funéraire autochtone depuis longtemps. C'était le lieu d'enterrement humain depuis très, très, très longtemps. Et on en trouve depuis le 19e siècle, tout autour de la montagne. Là, sur la diapositive ici, les points bleus correspondent à des endroits, le bleu plein, pas juste les points, mais la grande barre aussi, à des endroits où les sépultures humaines ont été trouvées depuis le milieu du 19e siècle. Il y en a plein tout autour du Mont-Royal, tant au nord, au sud, à l'ouest. Il y en a au site Dawson, comme on le sait aussi. Il y en a partout. Il y en a beaucoup dans la ville de Westmount, ça on le savait. Mais maintenant, il y en a encore des nouvelles au site de l'Oratoire Saint-Joseph, à un endroit qui est presque devant. D'autres petites sépultures avaient été trouvées par ethnoscope quelques années auparavant, juste au bord de la rue Queen Mary. Donc, ça sort toujours autour du Mont-Royal. Mont-Royal, un lieu d'enterrement depuis très longtemps, de la part des populations autochtones qui habitaient à l'île de Montréal. Je m'en vais à Pointe-de-l'Île, à Pointe-Est, on va faire ça vite aussi. Il y a un site principal qui est sorti au cours des dernières années, c'est celui de la plage de l'Est. Alors, c'est presque au bout de l'île, et c'est un site qui n'est pas dense en soi, qui est très perturbé, mais qui a néanmoins livré une belle collection, essentiellement occupée au silicole moyen. Et c'est le site le plus important le tiers est de l'île de Montréal. Et vraiment, ça devient une collection de référence, au moins pour ce secteur-là. Et ça, c'est en conjonction avec un paquet de petits sites satellites qu'on a retrouvés tant du côté de la rivière des Prairies que du Saint-Laurent, dans ce coin-là de l'île de Montréal. Alors, à retenir, le site de la plage de l'Est, un petit site d'importance, je dirais, dans ce coin-là. On s'en va dans le bassin de la Prairie.
Et là, vous allez me permettre une petite prétérition ici. Je ne parlerai pas des sites de la prairie comme tels, qui en soi demanderaient évidemment un retour général sur les occupations autochtones qui sortent de là, parce que c'est une agglomération d'occupations autochtones absolument géniale qu'on a à la prairie. Il y aurait de quoi de faire une belle petite synthèse avec ça. Je termine ma prétérition, je ne voulais pas en parler. Alors, mais par contre, ce qui est intéressant dans ce coin-là, et du côté de l'île de Montréal, on a le site de la Maison Nivard de Saint-Dizier. Encore une fois, un site... et là, on parle d'un site de grande importance, encore une fois, un immense site riverain sur les bords des rapides de la Chine, où nos collègues de l'Université McGill sont intervenus récemment, entre autres, et pour lequel on a parmi les dates les plus anciennes de Montréal, du moins les occupations les plus anciennes de Montréal. Et ça rentre dans une petite catégorie de sites anciens qu'on a à Montréal. On inclut là-dedans le site Saint-Éloi dans le Vieux-Montréal, le site du versant sud, celui-ci à la Chine, et un autre dont on va parler dans 2 minutes, le site de la rue Saint-Paul, ou qu'on appelle aussi le site du Vieux-Sentier. Donc, les dates les plus anciennes à Montréal nous reculent à peu près 4000, 4500, peut-être 5000 ans avant aujourd'hui. On recule à l'époque qu'on appelle l'archaïque laurentien. Donc, ça, c'est les occupations humaines datées les plus anciennes qu'on a à Montréal. Lui, il en fait partie. C'est un site fantastique et il y a un énorme potentiel pour continuer là-dessus et continuer de trouver des affaires. C'est pas nouveau, là. Ça date d'au moins une bonne dizaine d'années. On le sait, là, qu'il y a de quoi là, mais je voulais le rappeler. Et dans la même veine, malheureusement, le site de l'île des Sœurs, le Baie-le-Moine, l'île des Sœurs, qui, lui, n'existe plus. C'est un site éteint. J'appelle ça comme ça, là. Parce que le passage du nouveau pont Champlain a passé directement sur ce qui restait du site. On est intervenu, on a éliminé, on a enlevé tout ce qu'il y avait pour se rendre compte que possiblement l'occupation principale était un petit peu plus à l'ouest, peut-être où passait déjà le pont Champlain. Donc, ça serait aujourd'hui sous des très, très, très profonds remblais où il y a le pont Champlain. Mais ce site-là a quand même révélé, dans les dernières interventions qu'on a fait dessus, avant que le nouveau pont passe, quelques petits éléments qui datent aussi de l'archaïque jusqu'à la période, évidemment, de la toute fin, avant la période de contact avec les Européens. Donc, il y a encore là une grande... Sauf qu'il y a très peu d'éléments qui sont sortis de là. Ce n'est pas d'une grande richesse. Ça avait été déjà beaucoup perturbé par l'occupation des Français qui étaient là. On passe dans les autres secteurs très variés. Je ne veux pas embarquer trop là-dedans, mais il y a un point ici que j'aimerais souligner qui est intéressant dans l'archéologie montréalaise et qui, depuis ces dernières années, vaut la peine de s'y attarder, c'est celui des missions. Et on sait d'abord qu'une des missions principales sur l'île de Montréal, une des toutes premières, c'est le Fort de la Montagne. Et le Fort de la Montagne qui est occupé dans le dernier quart du 17e siècle, archéologiquement, est très peu connu. Le potentiel est là, par contre. On a eu quelques petites interventions qui nous laissent croire qu'il y a peut-être encore quelque chose à faire. Là. Ça serait très intéressant parce qu'on le sait en tant qu'archéologue, quand on a une fourchette de temps qui est assez contrainte, ça nous ouvre sur des facilités d'interprétation et sur des compréhensions, et ça fait des comparables géniales avec d'autres sites pour lesquels on n'a pas la contrainte chronologique qu'on peut avoir ici. Alors, les gens du Fort de la Montagne sont obligés de déménager, on le sait, au début du 18e, ils s'en vont au Fort Lorette. Et là, c'est nos collègues, encore une fois, d'Archéos, qui ont travaillé là ces dernières années et qui ont commencé à mettre au jour un ensemble qui est très, très, très intéressant, encore une fois. Et on a des petits indices que tout autour, c'est possible qu'il nous reste des vestiges de l'occupation amérindienne, du village amérindien qui était là, juste autour. On en a dans les rues autour, on en a tout près. Donc, très intéressant, le Fort Lorette. Et parallèlement, contemporain au Fort Lorette, il y a la mission de l'île aux Tourtes, que, encore une fois, là, c'est plutôt nos amis d'Archéothèque qui sont allés là. Mais pas juste eux autres. Il y a plein de monde qui ont passé à l'île aux Tourtes. Et ce qu'on y a découvert, ben, c'est quand même une fois très intéressant.
en soi. Et ce qui est intéressant de plus, c'est que ces deux éléments-là sont contemporains. Alors ça, là, encore une fois, je souligne la chose, c'est contraint dans le temps et ça nous procure là, des bases de données exceptionnelles. Et j'ajouterais ici que nos amis de Gaïa à Québec ont fouillé le site de l'ancienne Lorette, qui est occupé à peu près au même moment que ces deux occupations-là, par les Hurons, ancienne Lorette, le Huron-Wendat. Alors, on a 3 sites au Québec géniaux pour lesquels on peut avoir des données très, 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 très restreintes au premier tiers du 17e siècle. Et ça, si on met ça dans un contexte plus général, on ouvre la porte à une archéologie fantastique pour une période qui, malheureusement, dans l'histoire de l'archéologie québécoise, pas juste une période, mais un élément de recherche qui n'a jamais été bien utilisé, bien développé, c'est l'archéologie autochtone de la période historique. Parce que traditionnellement, les archéologues s'intéressent aux Autochtones de la période avant l'arrivée des Européens, puis les archéologues historiens s'intéressent aux Euro-Canadiens qui arrivent après. Mais les Autochtones de la période post-contact ont été mis de côté souvent dans l'archéologie québécoise. Comme c'est un no man's land entre les préhistoriens et les historiens. C'est pas vrai, on a remédié à ça depuis quelques années et on s'y intéresse de plus en plus. Mais pendant longtemps, c'était le cas. Et ce genre de données-là qui peuvent sortir de ces sites-là nous amène à étudier ça à fond avec une bonne prise, à mon avis. Et pour continuer sur cette lancée, ça aboutit où, ces deux missions-là? Ils aboutissent à la mission du lac des Deux-Montagnes. Il va devenir Ganesatake. Alors, ça, encore une fois, un potentiel archéologique probablement très intéressant pour lequel on n'a rien fait encore beaucoup. Alors, ça, c'est à faire, ça, ici. Dans le ailleurs, il faut aussi rappeler deux choses, que les trouvailles fortuites, toujours intéressantes, l'archéologie, toujours à considérer, et ça peut évidemment mener même jusqu'à des projets de recherche quand que ces trouvailles-là tiennent l'attention des archéologues. Ce qui est intéressant ici, c'est que on a retrouvé ici, ça c'est un exemple d'un biface qui a été trouvé sur le bord de la rivière des Prairies, du côté Lavallois, en 1974. Ça a été porté à notre attention tout récemment, parce que les gens commencent à connaître un petit peu plus l'archéologie, ils entendent parler de ci, de ça. Alors, ça existe, ça. Il y en a encore des trouvailles fortuites, même en milieu urbain. Toujours à considérer. Et je soulignerais par la même occasion, ça a été trouvé à Laval. Laval, depuis 2-3 ans, fait des efforts pour redevenir sur la carte. Et ça, c'est à souligner encore une fois, parce que Laval était une terre inconnue archéologiquement au Québec pendant longtemps, on le sait. C'est partie des 3L, là, Laval, Laurentides, Lanaudière, qu'on ne connaissait rien. Laurentides commence à connaître de quoi. Laval aussi. Et nos amis d'Archéos, ils travaillent fortement. Alors, bravo Laval pour considérer l'archéologie, parce qu'il y a tout un potentiel archéologique énorme à Laval, s'il n'a pas été détruit par le développement urbain qui a été considérable au cours des 50 dernières années. Et là, je veux terminer au point de vue géographique dans ma petite tournée avec le Vieux-Montréal, l'endroit où il y a eu le plus d'archéologie à Montréal, c'est bien entendu cet arrondissement historique. C'est pas pour rien, il y a des raisons à ça. C'est là que les archéologues ont commencé à s'intéresser au vieux patrimoine euro-canadien et par la même occasion sont tombés sur les occupations amérindiennes sous-jacentes. C'est pour ça qu'on en connaît beaucoup sur le Vieux-Montréal, l'archéologie autochtone dans le Vieux-Montréal. C'est juste une question d'historique de l'archéologie telle qu'elle s'est faite. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le Vieux-Montréal? Il y en a plein des nouveautés, mais je voudrais souligner surtout un site, plus un autre petit que je vais passer rapidement après. Alors, Simon, il va rire de moi ici, j'appelle ça la rue Saint-Paul. On va y revenir dans 2 secondes. C'est le petit tronçon de la rue Saint-Paul qui est juste à l'ouest de la plage Jacques-Cartier, sur lequel mon collègue Simon d'Ethnoscope est intervenu au cours des dernières années. Qui a révélé un des sites majeurs du Vieux-Montréal maintenant, aussi majeur que celui de la Place Royale ici, par exemple. On a une énorme collection archéologique qui en sort avec des occupations qui s'étendent dans le temps jusqu'à l'archaïque. C'est la même chose, là. On a des occupations très, très, très étendues dans le temps
des belles collections, typologiquement. On a aussi des datations. Alors, sans rentrer dans le détail, disons que les occupations sont échelonnées depuis, encore une fois, l'archaïque laurentien. Donc, on peut reculer jusqu'à 4000, 4500, 4600 ans avant aujourd'hui. On a deux belles datations calibrées qui nous proviennent de deux foyers différents. C'est deux datations calibrées, mais il y a d'autres choses qui apparaissent dans le site qui viennent entre ces datations-là aussi. Là. On peut dater typologiquement des choses. Et évidemment, on pourrait souligner aussi la fort probable présence au silicone inférieur d'une occupation humaine. Et ça, c'est lié à quoi? Bien, je reviens sur la dernière image ici. Regardez en haut à droite, on a une ébauche d'un gorgerin en ardoise du Midwest américain. Il est ébauché parce qu'il n'y a pas encore les trous dedans, mais c'est clairement une ébauche du type Meadowwood, tel qu'on retrouve par exemple au site Bruce Boyd, dans l'État de New York. Très, très, très typique. En gauche, on a la pointe de projectile, c'est de l'archaïque laurentien, pour être du Brooklyn. Donc, on a quelque chose d'assez ancien. Puis là, on a du silicone moyen, silicone supérieur, etc. Un site fantastique. Alors, je reviens là-dessus. Et ce qui est intéressant aussi, un autre aspect fondamental de ce site-là, c'est que la collection lithique du site est fortement dominée par la cornéenne du Mont-Royal. La cornéenne du Mont-Royal, qui est la matière première qui a été extraite sur le flanc nord-est de la montagne depuis l'archaïque. Et on a plusieurs sites, évidemment, dans lesquels on retrouve des collections lithiques en cornéenne. Celui-là, c'est celui où c'est le plus abondant de tous les sites qu'on connaît. Le plus proche de ça, c'est le site du versant sud, dans le Vieux-Montréal, où il y a à peu près 65 de la collection. Lui, c'est 95 de sa collection qui provient de la carrière du Mont-Royal. Alors, quand même un site à considérer, là, qui est assez spécial. Je vais revenir après la présentation. Je termine avec un dernier petit site ici, le site Saint-Gabriel, qui est à peu près à 150 mètres à l'ouest du site précédent. Bon, encore une fois, une petite trouvaille parmi les interventions. Un vase du silicone moyen, très intéressant. Mais un autre aspect qui est le fun, qui est sorti de ce site-là, celui-là est un petit peu isolé, là. C'est qu'on y a trouvé du lithique qui est en soi, le matériau, c'est de la brèche de l'île Sainte-Hélène. Alors ça, c'est totalement nouveau. On n'a pas ça dans les collections. Si ça arrive, c'est rare en maudit. Et là, ce n'est pas des éclats de maçonnerie, c'est bel et bien des éclats de taille. Et la brèche de l'île Sainte-Hélène, tabarouette, ils ont utilisé ça. Ce n'est pas de la meilleure des matières, mais l'île Sainte-Hélène est juste en face. Et à l'île Sainte-Hélène, d'ailleurs, on a trouvé deux sites autochtones du milieu du silicone supérieur aussi, dans les années 1990. Alors, vraiment, il y a des liens à faire ici avec ce qui se passe autour de Montréal. Alors, c'est ma petite tournée, grosso modo, des dernières trouvailles autour de Montréal. Il y en a d'autres. Je pourrais m'attarder sur un paquet d'autres petites affaires, mais je voulais dire les principales. Et là, mon dernier point, qui me semble être un point important ici, cadastre et nomenclature. C'est beau, hein? Alors, dans le cadre de l'archéologie urbaine montréalaise, la division spatiale des sites, et par conséquent leur dénomination, ne correspondent pas à la réalité des occupations autochtones pré-contact. On le sait tous quand on travaille à Vieux-Montréal. Un ajustement s'impose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voici. Si on regarde la carte des sites archéologiques du Vieux-Montréal, les sites où il y a du bleu pâle, on pourrait dénombrer à peu près une vingtaine de cas de Borden où il y a des occupations autochtones réparties à travers le temps dans le Vieux-Montréal. Là, je parle juste du Vieux-Montréal. Une bonne vingtaine. Mais ça ne correspond pas à la réalité. Ce n'est pas vrai, ça. Ça peut même mener à des fausses données. Notre ami Brad a écrit un article dans Archéologique il y a 2-3 ans où il prend des données de plusieurs de ces sites-là qui sont finalement les données des mêmes sites. Je m'explique. Voici. Je vais vous donner 3 exemples. Il y en a d'autres. Le site, le BJFJ 49, en bas à droite, là, pendant longtemps, le 10B qui a été nommé comme ça dans les anciennes appellations. Un site important, l'archaïque, du silicone moyen, ancien. Nanana. À un moment donné, dans les années 90, on est intervenu juste l'autre bord de la clôture de pierre qui séparait de la cour du grand séminaire, du vieux séminaire ici. Et on a intervenu ici, et c'était clairement la suite de l'autre site.
mais ça porte un autre code Borden, ça porte le 18. Ça n'a aucun bon sens. Il faut faire attention avec ça parce que c'est ce qui arrive souvent. Alors, moi, quand j'ai analysé ça, j'ai mis ça ensemble, les deux ensemble, j'ai analysé la totalité des deux sites. Et j'ai appelé ça le versant sud, en accord avec Jean Poirier à l'époque, qui était le patron d'Ethnoscope. Et depuis ce temps-là, le BGJ 200 s'est rajouté d'autres petites interventions. Donc, il y a quelque chose à faire, là. Cet ensemble autochtone-là ne correspond pas au cadastre qui est postérieur, évidemment, à l'occupation amérindienne. La même chose ici, le site de Place-Royale. Il y en a des codes Borden ici. On le sait, hein, le 03, le 47. Il y a évidemment le site de la Foire des Fourreux. Il y a ici même la Maison des Marins. On a trouvé du préhistorique ici. Puis tout ça, là, c'est le même ensemble. C'est le même site autochtone. Ce n'est pas plusieurs sites différents. Alors, on peut appeler ça le site de la Petite-Rivière, étant l'embouchure de la Petite-Rivière. Je vous donne un dernier exemple, je pourrais en donner d'autres. C'est celui sur lequel j'ai mentionné tout à l'heure que Simon pourrait rire de moi. Bien, celui-là, le site de BGJ 196 que je vous ai montré, le site de la rue Saint-Paul, mais lui, il vient en concordance avec le 44 le 33, qui sont les sites de la plage Jacques-Cartier. Il y a des éléments là qui vont ensemble, c'est clair. Puis, Archéotech, quand ils sont intervenus sur la plage Jacques-Cartier, avaient daté un foyer du Sicole moyen, le Sicole ancien, Sicole inférieur. Mais il n'avait jamais fait de lien, il avait presque rejeté la date, il avait juste dit que ça ne correspond pas à ce qu'on trouve, parce qu'on trouve de la poterie du Sicole moyen. Mais nous, on en a juste à côté du Sicole inférieur. Alors, ça confirme le fait qu'il faut prendre ça ensemble. Alors ça, mon ami Simon a décidé de nommer ça le site du Vieux Sentier. La composante autochtone de tout ça, c'est le site du Vieux Sentier. Pourquoi? Parce que la rue Saint-Paul constituait évidemment un vieux sentier le long du talus de la crête du premier talus du Vieux-Montréal à l'époque. Alors, je termine là-dessus, puis je vous illustre la chose. Ce qui correspond mieux à la réalité anthropologique des espaces d'occupation humaine, c'est les cercles rouges qu'on voit ici. Les taches rouges, c'est les endroits précis où il y a du matériel autochtone qui a été trouvé. Les cercles correspondraient évidemment à des espaces d'occupation, donc à ce qu'on pourrait vraiment appeler anthropologiquement un site archéologique. Alors, ce travail-là est à faire en milieu urbain. Il ne faut pas se fier au cadastre postérieur à l'occupation autochtone. Il faut considérer l'ensemble de ces affaires-là, les étudier ensemble. Il y aura beaucoup d'affaires à penser ici dans la méthodologie pour faire ça, mais c'est ce que je propose de faire. Alors, tout ce que je vous ai présenté, là, c'est un fast-forward de ce que je veux faire cette année au 40e colloque de l'Association des archéologues qui va avoir lieu à Tremblant à la fin du mois d'avril. J'organise un atelier qui s'appelle « Contributions récentes à l'archéologie des Autochtones dans la région de Montréal ». Je vous invite tous à y venir. On va aborder chacun des points que j'ai abordés aujourd'hui avec beaucoup de détails. Et j'ai fait des appels auprès des collègues d'un peu partout pour qu'ils viennent participer à cet atelier-là et qu'on fasse quelque chose de très intéressant dans ce sens-là. Ce que je vous présente ici aujourd'hui, c'est un petit peu un condensé très rapide de tout ça. Alors, merci. Voilà.